Bonjour à toutes et tous. Je suis Alexandra Grzybowska, coordonnatrice de la Bibliothèque des Amériques au Centre de la francophonie des Amériques. Au nom du Centre, il me fait plaisir de vous accueillir à la 3e conversation littéraire de la série Noire Amérique, conversation littéraire avec Chloé Savoie-Bernard, animée par Rodney Saint-Éloi. Noire Amérique est une série organisée par le Centre de la francophonie des Amériques et Alliance française à Chicago. Ici et maintenant, je tiens à remercier très chaleureusement tous les partenaires qui ont accepté de soutenir cette belle initiative. Donc, grand merci à la délégation générale du Québec à Chicago, au consulat général du Canada à Chicago, à American Association of French Teachers, au service culturel de l'ambassade de France aux États-Unis, aux éditions Mémoire d'Encrier, ainsi qu'à la Fédération des Alliances françaises aux États-Unis. Quelques questions, conseils purement techniques pour toutes les personnes qui sont connectées à notre conversation avec Chloé Savoie-Bernard. Et je vous vois très, très nombreux. Donc, la conversation sera de durée de 35 minutes, suivie de la période de questions de 15 minutes. Je vous invite très chaleureusement d'échanger, de commenter, de poser des questions à notre invité, Chloé Savoie-Bernard. Moi, je pourrais les accueillir, choisir quelques-unes et après la conversation avec Rodney Saint-Éloi, je pourrais les transmettre à notre auteur. Sans plus tarder, je veux passer la parole à M. Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques. Merci, Alexandra. Bonsoir, bonjour à tous. Comme Alexandra vient de le mentionner, Sylvain Lavoie, je suis Sylvain Lavoie, PDG du Centre de la francophonie des Amériques. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette 3e conversation littéraire Noire Amérique, bien sûr, d'une série de 5. Encore une fois, je veux vous remercier d'être avec nous ce soir. Nous avons reçu plus de 700 inscriptions pour cette conversation avec l'auteure québécoise Chloé Savoie-Bernard. C'est fantastique. Merci beaucoup. Bien, cette réussite, elle témoigne de notre volonté de parler du vivre ensemble sous le signe du respect, de l'entraide et du partage qui caractérise bien cette francophonie des Amériques. Ce beau projet, bien, il a débuté il y a plusieurs mois. Nous souhaitions oser et permettre le dialogue entre les cultures et entre les communautés. Je crois que la francophonie doit contribuer et aider à développer une plus grande solidarité, à bâtir des ponts entre les individus. Je crois une francophonie plus forte, plus inclusive, riche de son patrimoine, de ses cultures, de sa diversité, de la force et du caractère unique de chacun des membres qui la composent. La série Noire Amérique, j'en suis convaincu, est porteuse de sens pour nous tous. Merci René, merci d'être à nos côtés dans ce projet d'envergure depuis le début. Merci tout particulier ce soir à nos amis de la délégation du Québec à Chicago, partenaires également dans cette belle aventure. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et une belle rencontre. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Lavoie, de votre mot de bienvenue. Et sans plus tarder, justement, je veux passer la parole maintenant à notre partenaire du programme Noire Amérique. Et j'invite Monsieur Martin Dionne, conseiller en affaires gouvernementales et publiques de la délégation générale du Québec à Chicago. Monsieur Dionne, c'est à vous. Oui, merci beaucoup, Alexandra, pour ces bons mots. Merci à Sylvain également. Donc, comme disait Alexandra, Martin Dionne, délégation du Québec à Chicago. Je représente ce soir fièrement le gouvernement du Québec et je veux également saluer nos collègues du consulat canadien à Chicago. Donc, ma collègue Colleen Duke, avec qui j'ai collaboré pour cette soirée en compagnie de Rodney Saint-Éloi et de Chloé Savoie-Bernard. Donc voilà, notre délégation couvre 12 États
dans le Midwest, des Dakota jusqu'en Ohio. Et nous sommes basés ici à Chicago depuis plus de 50 ans. La délégation du Québec travaille principalement sur 2 mandats. Un mandat à saveur économique, donc de faire la promotion des entreprises québécoises au Midwest en trouvant des clients pour nos entreprises et également attirer des investissements étrangers. Mais le mandat qui nous concerne davantage aujourd'hui est bien sûr celui des affaires publiques, donc on dit de la promotion de la langue française, de l'identité du Québec, de la culture québécoise. Donc, on est vraiment très fiers aujourd'hui de présenter avec nos différents partenaires notre super et brillante jeune auteure, Chloé Savoie-Bernard, avec bien sûr Rodney Saint-Éloi, qui n'a plus besoin de présentation, je crois, après 2 très belles conversations dans les dernières semaines. Donc, encore une fois, très fier d'être représentant du Québec pour cette soirée au nom de notre délégué Martine Hébert pour vraiment faire la promotion de langue française avec nos partenaires. Donc, je remercie Aimé Laberge de l'Alliance française de Chicago, pour ne pas la nommer, le Centre francophone des Amériques et toute son équipe, et également nos amis et nos cousins, comme nous disons au Québec, du consulat français, donc Nicolas et toute son équipe, Guillaume Lacroix et toute son équipe, pour leur support pour cette magnifique soirée, j'en suis certain. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Merci, excellent. Merci beaucoup, Monsieur Dionne, pour votre mot. Donc, écoutez, ce qui reste à dire, c'est de présenter notre animateur de la série Noire Amérique, Rodney Saint-Éloi. Je dis, je redis, c'est quelqu'un qui orchestre toutes ces 5 conversations avec les auteurs des Amériques. Rodney Saint-Éloi a plusieurs cordes dans son arc. C'est un éditeur, poète, essayiste. C'est un grand connaisseur de la littérature en général. Et Rodney, à son actif, actuellement, il a plus de 15 ouvrages, des essais, de recueils de poésie, de récits. Aujourd'hui, il va nous amener dans un monde de la littérature féminine. Il va rencontrer Chloé Savoie-Bernard, Chloé qui est poète, qui fait partie de la jeune génération de femmes écrivaines au Québec. Donc aujourd'hui, écoutez, on découvre l'œuvre de Chloé et on parle de la littérature québécoise. C'est à vous, cher invité. Merci Alexandra, merci à tout le monde. Merci au Centre de la francophonie et à la délégation, en fait, à la délégation du Québec. Donc, nous sommes très, très heureux d'accueillir aujourd'hui Chloé Savoie-Bernard. Merci Chloé, c'est vraiment un bonheur de te voir et de t'accueillir. C'est toujours difficile de voir et d'accueillir Chloé. Je pense que la première fois qu'on s'est vu, Chloé, c'était à un hommage de France Théoret. C'était en mai 2016 à l'UNEC. La deuxième fois, c'est au Salon du Livre de Montréal. La troisième fois, c'était à l'Institut français de Port-au-Prince avec Marie Dariussec. Et puis aujourd'hui, c'est là. Et puis on s'écrit, on se parle, on travaille beaucoup ensemble, mais on n'a pas l'occasion de se voir. Et merci à ce webinaire qui nous met en présence l'une en face de l'autre. Je commence par présenter au public et le public vient de partout, Chloé, pour t'accueillir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, quel vaudou que tu as fait, mais le public est là pour t'accueillir. Donc, et puis, elles ont raison, ils ont raison pour être là pour t'accueillir, Chloé. Chloé est une auteure, je dirais, jeune auteure, mais confirmée. Je lis Chloé et je sens derrière chaque phrase qu'il y a une auteure qui est là, pas quelqu'un qui essaie quelque chose, mais quelqu'un qui est là. À chaque fois que je rencontre Chloé, j'apprends une chose, j'apprends un nom de femme qui écrit qu'on a oublié. Et je pense que Chloé joue un rôle de passeuse qui est vraiment important, un rôle, je dirais, d'entremetteuse littéraire. Chloé, ce n'est pas du tout une individualité, quelqu'un qui cherche, qui cultive son propre jardin, son propre ego. Chloé nous ouvre des fenêtres, que ce soit dans son travail intellectuel. Chloé a fait un doctorat
à l'Université de Montréal où il est question de femmes auteurs, femmes autrices, femmes écrivaines engagées et marginalisées. Donc, merci Chloé pour nous avoir, ramené sur la place publique ces voix de femmes longtemps ignorées, longtemps et souvent pour de très, très mauvaises raisons. Chloé elle-même elle a écrit Royaume Scotch Tape, poésie, fast poésie, publié chez l'Hexagone, les deux, et ensuite un recueil de nouvelles des femmes savantes publié chez Triptyque et un collectif qui rassemble encore des paroles autour du corps, donc et dans un collectif. Donc Chloé, je vais commencer par une provocation. Il y a quelque chose que j'ai vu récemment à la télévision qui m'a beaucoup troublé et je pense que tu vas avoir la clé de mes énigmes. C'est que j'ai vu à l'investiture de Joe Biden, pendant que l'Amérique était à feu et à sang, j'ai vu à l'investiture de Joe Biden quelque chose qui a allumé en moi une grande lumière. C'est une jeune femme poète qui s'appelle Amanda Gorman, elle s'appelle, je veux bien dire son nom, elle s'appelle Amanda Gorman et elle lisait, c'était une jeune femme noire, elle lisait son poème et je pensais à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à Amanda Gorman, cette jeune femme qui vient dire à l'Amérique, qui vient évoquer pour nous qui vivons en Amérique la beauté, la dignité et qui vient nous rappeler que nous sommes des êtres humains? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de la poésie? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à Amanda Gorman? D'abord, merci beaucoup, René, pour cette belle introduction de moi. Ça me touche beaucoup qu'est-ce que tu as dit, que tu puisses avoir cette lunette-là sur moi me touche pour de vrai. Donc, merci d'abord. C'est drôle, je me suis posé beaucoup de questions, moi aussi, par rapport à Amanda. Puis d'abord, de prime abord, j'ai envie de la tutoyer comme ça parce que je tutoie toujours les écrivaines. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais c'est mon habitude. Puis, c'est de la voir, puis de la voir tellement en pleine possession de ses moyens. Jamais elle ne bégaie, jamais elle ne tremble, jamais elle semble avoir peur. Tandis qu'elle pourrait avoir peur d'être une femme si jeune. Je pense à moi, mais elle est beaucoup plus jeune que moi. C'est gentil de penser à moi pour une femme qui a 10 ans de moins que moi. Mais voilà, elle n'a pas peur. Puis c'est vraiment ça qui m'a un peu fascinée, c'est de la voir parler, c'est de la voir bouger. Puis de la voir complètement pleine et sûre d'elle-même, sûre du message qu'elle avait à diffuser, qui est un message de résilience, un message d'espoir, un message de lumière. Par contre, ce qui m'a déplu un peu, c'est l'utilisation qu'on a fait d'elle, parce qu'on a beaucoup plus parlé finalement de son âge, de sa beauté, parce qu'elle est très belle. On a beaucoup plus parlé de ce dont elle avait l'air que du texte, que de la teneur de son texte. Puis j'ai l'impression que pour les femmes, c'est quelque chose qui se fait de façon réitérée dans l'histoire, finalement. Parler de leur corps, parler de leur physique, parler de leurs vêtements, plutôt que de parler de leur travail. Elle faisait son travail de poète. C'est un travail, c'est un labeur. Puis ça, c'est comme si on avait oublié, puis on pensait que ça se faisait magiquement, mais il n'y a pas de magie, il y a un travail, il y a de la sueur, il y a de la difficulté. C'est des choses j'ai l'impression que l'histoire retient beaucoup plus quand c'est lié au masculin que quand c'est lié à tout ce qui est du domaine du féminin. Mais merci, Chloé. On est là pour réparer avec le Centre de la francophonie des Amériques. On va réparer le tort fait à Amanda en parlant de sa poésie. Quel est le message qu'elle essayait de nous transmettre dans une Amérique si divisée, si polarisée? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai été étonné de voir une femme noire et puis j'ai été étonné de voir que la poésie s'était invitée. Donc, quelle est la place de la poésie dans cette vaste entreprise politique qu'on a vue là? C'est intéressant parce que je me suis demandé pourquoi le gouvernement avait besoin d'elle, parce qu'ils l'ont invitée, il y avait besoin d'elle, finalement, il y avait besoin de la poésie. Je veux dire, c'est pas un geste gratuit, là. Je veux dire, le gouvernement américain ne fait pas des choses gratuites pour la beauté de la chose. Je pense qu'on avait besoin de poésie parce que c'est un moment tellement
le réel était sursaturé, en fait. Le réel, puis un peu depuis le début de la pandémie, le réel est sursaturé, on est surstimulé, puis aussi, comment dire, l'actualité est plus que décevante, l'actualité est violente, est constamment violente, puis on est toujours dans une espèce de présent de l'actualité, d'un présent de toutes ces choses violentes. Et la poésie d'Amanda faisait le lien, justement. Puis, elle parlait du passé dont on hérite pour le présent, mais aussi pour l'avenir. Elle essayait vraiment de faire comme un trajet, finalement, du passé au présent vers le futur. Puis, c'est pour ça que ça a été si désastreux, en fait. Il y a eu un grand titre au Québec, l'essor fougueux ou l'essor premier de la poésie noire. Puis, on a voulu, elle, la restreindre au présent, faire comme si elle était la première poète noire depuis toujours, tandis qu'elle, au contraire, elle est vraiment dans un rapport de filiation, de sororitude, de se penser au travers les générations, de se penser au travers du temps. Fait que c'est d'autant plus ridicule, en fait, qu'on essaie de faire d'elle la première parce qu'elle n'est pas la première. Elle s'inscrit dans une chaîne avec des gens avant elle, avec des gens autour d'elle, une communauté, puis le futur qui est à venir aussi. Là. J'aime bien l'idée que tu dis très bien, elle s'inscrit dans une chaîne. Souvent, on ne sait pas qu'il y a une chaîne, on ne sait pas qu'il y a… En fait, ça a été produit, reproduit, donc elle n'a pas été, elle ne s'est pas générée. Donc, il y a eu avant elle, il y a toute une histoire de combat, toute une histoire de dignité, et ça s'inscrit dans un combat pour occuper l'espace imaginaire, mais pour occuper l'espace physique aussi, pour être debout. Donc, merci pour Amanda. Donc, il y a Amanda, on a vu son corps, on a vu son esprit, on a vu son appel à la beauté humaine, mais il y a tellement d'autres femmes, et que, avant de passer à ces autres femmes, et j'aurais aimé qu'on parle de toi qui a décidé d'écrire, et que je commencerai par le commencement, c'est-à-dire par ton enfance. Il y a plein de gens qui sont en train de te regarder, Chloé, qui regardent ton visage, mais qui ne connaissent pas. J'aimerais bien j'aimerais bien aller d'un côté beaucoup plus intime, et que toi, en fait, dans ton enfance, comment tu as découvert le livre, dans ta famille, ta mère, quelle est la relation, ton père, comment tu es ici, tu es né ici, mais il y a tout ce qui t'a précédé, c'est quoi, Chloé? C'est une grande question. Je pense que je découvre la réponse au fur et à mesure. Je pense que la réponse, tout le monde, on la découvre au fur et à mesure de notre vie. Là. Je ne pense pas comprendre mon enfance. Je ne pense pas comprendre très bien d'où je viens. Je pense que c'est une de mes grandes questions, en fait. Oui, je suis née au Québec. Ma mère est d'origine acadienne. Mon père est d'origine haïtienne. Donc, il est arrivé au Québec quand il avait 20 ans. Mon père, toute la famille de mon père a été emprisonnée sous le régime Duvalier. Donc, plus je vieillis, plus je me rends compte que ça a eu beaucoup d'influence sur ma famille. Quand ton père est en prison, quand il a 10-11 ans, ben, ça a beaucoup d'effets sur tout, en fait. Donc, voilà, j'ai été élevée par mes deux parents. Je suis la deuxième d'une famille de 4 enfants. Puis, je dirais que la littérature, ça a toujours été là. J'ai souvent l'impression que c'est cliché que d'affirmer ça, mais c'est ma grande chance, en fait. C'est que j'étais une enfant qui s'ennuyait beaucoup, qui trouvait quotidien la vie sans texture. Puis, rapidement, je pense que j'ai découvert la littérature, puis ça a été comme un puits sans fond. Puis, donc, j'allais à la bibliothèque, je louais 15 livres, je revenais chez moi, puis là, je revenais 3 jours plus tard, je disais que j'avais tout lu, puis j'avais vraiment tout lu, mais je pense qu'ils ne me croyaient pas. Puis, je pense que j'ai eu un rapport très boulimique au texte des autres parce que je me sentais vide, ça me remplissait, c'était une nourriture. Puis, j'ai eu la chance de trouver ça très tôt, puis j'ai eu la chance, en fait, d'en faire ma ligne directrice, d'en faire ma vie. Puis, je pense que c'est une vraie chance parce que sans ça, j'en aurais probablement pas eu de colonne vertébrale. Donc, c'est une urgence. Tu n'aurais pas de colonne vertébrale s'il n'y avait pas la littérature, s'il n'y avait pas les livres. C'est une très, très belle définition de la littérature. Mais je vois, en définissant la littérature, tu t'accroches aussi toujours, tu t'adosses. En fait, tu mêles ta voix à d'autres poètes. Je vois que tu as cité aussi en définissant la littérature, tu as cité Marie Hugoué.
et que quelque part, j'aurais aimé qu'on en parle un petit peu. Et Marie Aigoué a en fait vraiment des vers qui m'ont vraiment remué, comme des femmes n'en finissent plus de coudre des hommes et des hommes de se verser à boire. Donc, parlez-nous de Marie Aigoué. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent un petit peu partout et qui ne connaissent pas Marie Aigoué. Oui, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur elle. Ça commence à faire déjà longtemps. Puis, c'est une poésie qui me fascine. En fait, elle a eu un destin plutôt tragique. Marie Aigoué est morte au début de la vingtaine, au début des années 80, d'un cancer des os. Puis, elle a écrit 3 recueils de poésie. Il y a eu un journal intime aussi qui a été publié des années après sa mort. Donc, c'est vraiment une œuvre de l'urgence, la sienne, bien plus que la mienne, parce que, surtout pour son dernier recueil de poésie, elle savait qu'elle allait mourir. Donc, c'est vraiment un rapport à la vie qui est très amoureux. Là. C'était vraiment une amoureuse de la vie. C'est pas des textes qui sont dramatiques, c'est plutôt des textes sur le désir, sur la sensualité, sur comment faire face à l'altérité. Puis, c'était aussi une très grande amoureuse. Donc, c'est des textes qui parlent beaucoup du désir, de la sensualité. Puis, c'est ça, c'est un peu comme d'autres, dans le fond, c'est ne pas la réduire à son destin tragique, même s'il faut aussi en prendre compte de Marie Aigoué, de son destin tragique. Oui, on va passer à une autre femme qui a beaucoup marqué ton imaginaire et sur qui tu as beaucoup travaillé, tu as beaucoup lu, en fait, France Théoret. Et je pense que quand on s'est rencontrés, c'est que je lisais dans cet hommage à France Théoret à l'UNEC en mai 2016. Et dans Alerte Rouge, ils ont une espèce dans cet hommage-là, en fait, Langue Rouge, c'était ça le titre de l'hommage rendu. Et on a pris un extrait de France Théoret, on l'a publié, et depuis, j'ai gardé cet extrait assez précieusement. Et cet extrait me fait rentrer dans le langage, ou bien dans les langages de France Théoret. Et je me suis posé la question par rapport à la complexité de cette œuvre. Pourquoi pourquoi on ne la connaît pas? Pourquoi on n'entend pas, en fait, ce nom France Théoret? Je vais lire cet extrait. Je n'ai pas seulement une conception féministe de la pensée, je suis aussi une militante. La militante doit penser à espérer. Il y a un aspect du texte qui ne peut pas être complètement noir. Je suis quelqu'un de profondément divisé. La négativité, c'est le coup de sonde. Je crois que j'ai été saturé par les langages d'amour et que j'en ai trouvé aucun. Le mot qui me vient, c'est qu'il y a eu des choses plus urgentes à traiter. L'urgence, c'était de traiter des questions de langage et de subjectivité, de questions existentielles. C'est un entretien qu'elle a donné dans la revue, dans le magazine Spirale, et qui a illustré cette langue rouge, hommage à France Théoret. J'aimerais bien que tu nous dises un petit mot de France Théoret. C'est dur d'en dire seulement un. J'adore France Théoret, c'est vraiment une écrivaine. En fait, elle fait partie, s'il faut la penser comme ça, d'un groupe d'écrivaines au Québec qui ont écrit à partir des années 70. C'était vraiment un mouvement, en fait, au Québec. À partir des années 70, il y était, j'oserais dire, des dizaines d'écrivaines qui réfléchissaient au féminin dans la langue, c'est-à-dire qui considéraient la langue comme étant patriarcale, comme étant le résultat de produits de domination. Puis, ils ont essayé de réfléchir dans la littérature à comment insuffler du féminin dans la langue. Donc, c'est vraiment une démarche qui se fait dans la littérature, mais avec des préconceptions politiques. Puis, France Théoret est peut-être une des plus exigeantes, en fait, de ces écrivaines-là. Elle avait une exigence envers la littérature de déconstruction, elle fait des choses à la langue qui sont exceptionnelles. Puis, elle a écrit des recueils de poésie, des romans, des essais. Elle continue à écrire. Elle va publier dans les prochaines semaines un essai chez Remue Ménage. Donc, c'est une œuvre qui continue. Puis, c'est comme si l'étiquette féministe avait fait peur aux gens. C'est de se dire, le féministe, c'est politique, ça concerne juste les personnes qui sont des femmes. Donc, ça a empêché, en fait, les gens de s'intéresser aux enjeux esthétiques à l'intérieur de l'œuvre. C'est comme si l'étiquette féministe a repoussé tout le monde.
Puis, tandis qu'il y a tellement de choses, je veux dire, c'est magnifique du France Terrestre, ça parle de la condition des ouvrières, ça parle de Montréal, ça parle de politique aussi, de politique québécoise, de super souverainiste. C'est une œuvre vraiment vaste dans laquelle on peut se perdre, puis qu'on perd aussi à ne pas lire. Mais elle a beaucoup osé, et s'il y a quelque chose dans cette vaste littérature féministe ou bien au féminin, et c'est qu'il y a en fait l'aventure, c'est oser, oser. J'ai l'impression qu'il y a une audace que l'on trouve en fait qui me fascine, et parce que là tu parles, Chloé, de insuffler du féminin. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à Haïti. Haïti, on dit en créole, mettre garçon sous roue. Donc, insuffler du masculin. Donc, c'est comme si en Haïti, de deux côtés de l'Amérique, on insuffle du masculin là-bas pour dire qu'il faut être un vrai homme. Et ici, ce qu'on insuffle, c'est du féminin. Et il y a dans les titres même des livres quelque chose, je dirais, de très pragmatique, comme des manifestes. Je pense à un titre comme de Geneviève Desrosiers, qui dit « Nombreux seront nos ennemis ». Est-ce que tu peux nous parler de Geneviève Desrosiers? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici qui ne connaissent pas Geneviève Desrosiers. Donc, explique-nous qui est-elle. On est complètement ailleurs avec Geneviève Desrosiers. On est dans les années, ben là, je ne vais pas dire une mauvaise date, j'ai l'impression que c'est la fin des années 90. En fait, elle aussi, elle a une mort tragique. Elle est tombée en bas d'un balcon durant une fête, puis elle en est morte. Mais je pense que l'idée de tomber d'un balcon durant une fête représente quand même Geneviève Desrosiers parce que c'est une poésie complètement festive, complètement éclatée, à la fois très simple, tout est concis, tout est pesé, c'est super ludique, il y a beaucoup d'enfance, mais c'est une enfance comme sombre, grinçante. Elle a vraiment un centre. Oui, elle a un centre, mais elle a aussi un sens de la formule. On préfère, ça donne envie de se tatouer ces mots partout parce que tout devient une phrase vraiment accrocheuse chez Geneviève Desrosiers. C'est un rapport, c'est ça, entre le grinçant et le ludique qui est vraiment fascinant chez elle. Puis avec ça, elle s'occupe à déconstruire un peu ce qu'on pourrait nommer les structures de pouvoir qui sont les ennemis, finalement. Je ne sais pas si tu trouves que je la résume bien. Ah non, c'est très, très bien. Donc, on va avant de passer à Anne-Marie Alonso, on va s'arrêter un petit peu sur Anne-Marie Alonso. J'aimerais, en fait, citer un nom, moi, que j'admire, que j'aime beaucoup, en fait, sa poésie. C'est Nicole Brossard. Nicole Brossard m'a secoué il y a des formules vraiment magiques. C'est vraiment une magicienne du langage. Et, elle disait dans un livre qui est phénoménal pour moi, c'est Femme rapaillée. Elle disait, il faut beaucoup de phrases pour arriver à exister. Il faut beaucoup de phrases pour arriver à exister. Quand j'ai vu ce poème, j'ai dit, faites attention, il y a 15 auteurs qui vont mettre en exergue cette phrase. Et puis, effectivement, dans la littérature québécoise, on trouve vraiment une dizaine d'auteurs qui ont déjà utilisé cette phrase, ce vers de Nicole Brossard. Je répète, il faut beaucoup de phrases pour arriver à exister. Donc, et Nicole Brossard a eu aussi un petit livre publié ici chez Mémoire d'Encrier sur la traduction qui dit « Et me voici soudain en train de refaire le monde ». En fait, pour moi, c'est cette audace en fait d'espérer donc, que l'on trouve chez Nicole Brossard. Est-ce que tu peux nous parler au public de cette grande écrivaine, Nicole Brossard? Oui, bien sûr. Nicole Brossard comme France Théoret sont vraiment toutes les deux des intellectuels. Je veux dire, ils créent un monde dans leurs livres, puis c'est un monde politique. Puis pour les deux, mais de manière différente, la littérature est le lieu d'exploration du réel, puis ils inventent un monde à venir dans la littérature. C'est ça qui me fascine pour moi parce que même si la politique est super importante pour moi, la politique reste là, mais la littérature permet d'investiguer des choses que le politique ne pourra jamais faire. Puis chez Nicole Brossard, c'est vraiment ça, c'est de chercher, Nicole Brossard est lesbienne, donc c'est de chercher dans la littérature comment la langue peut faire une place à ces identités-là qui ont été complètement minorisées ou marginalisées, par exemple. Puis elle a aussi fait un film dont on ne parle jamais, qui est disponible, en tout cas pour les Canadiens, sur le site de l'ONF, Some American Feminist. Puis elle essaie de faire le pont entre tout ce que le féminisme québécois
dois aux féministes américains, puis avoir rencontré plein de féministes américaines, avoir rencontré puis Grace Atkinson, avoir rencontré des femmes noires, puis elle est vraiment, elle aussi, dans un rapport de dette, finalement, face à ces féministes américaines qui ont tellement apporté aux féministes québécois. C'est des liens qu'on oublie aujourd'hui, en fait. On oublie que en 79, en 78, Nicole Brossard est allée aux États-Unis interviewer toutes ces femmes-là pour lui poser des questions sur la place de la femme dans le social et dans la littérature. C'est complètement évincé des histoires, ce type de rapport. On parle beaucoup de femmes quand je t'écoute et puis je pense à ton livre, ton recueil de nouvelles, les femmes savantes. Est-ce que tu peux nous dire un mot? J'ai eu une question depuis très longtemps d'une certaine Alexandra qui me dit il faut que Chloé nous parle de femmes savantes. Donc, c'est un drôle de livre parce que mes recueils de poésie, c'est des projets vraiment, que j'ai vraiment pensé, que j'ai vraiment développé avec une architecture. Comme en poésie, je suis toujours assez sûre de ce que je fais, mettons. C'est ma prétention. Tandis que des femmes savantes, c'est des nouvelles que j'ai écrites pendant 10 ans. C'est-à-dire que je les ai écrites même peut-être plus. Là. Je pense que j'ai commencé à m'en écrire vers 16 ans jusqu'à pendant 10 ans. Puis un de mes amis venait de devenir éditeur dans une maison d'édition qui était refaite. Puis il m'a dit, on va publier toutes tes nouvelles parce qu'il savait que j'avais écrit ça. Puis moi, j'étais comme, est-ce que c'est vraiment un livre? J'en étais pas tout à fait sûre. Puis finalement, on a retravaillé ça comme ça. Puis j'étais comme, ah non, c'est un livre, il y a quelque chose à l'intérieur de ça. T'sais. Fait que ça, c'est un peu la genèse des femmes savantes. Puis, dans le fond, j'essaie de réfléchir à tout ce qu'on connaît, donc le savoir, mais tout ce qui ne nous empêche pas de rater quand même, de rentrer dans les pièges du patriarcat, si on veut, de se comporter nous-mêmes comme une victime, de se comporter nous-mêmes comme un objet de séduction, tout en sachant qu'on est en train de le faire parce que c'est pas une question d'intelligence, c'est plus une question de socialisation ou de fatum, ou de destin. C'est un livre triste. En fait, quand on se parle, toi et moi, il y a un nom qui revient toujours. Il y a une espèce je veux dire comme une espèce d'horizon dans ton combat, en fait, pour cette écriture au féminin, pour les femmes qui écrivent et qui sont en marge de tout. Et ce nom, c'est Anne-Marie Alonso. Et puis, quand, en fait, j'ai regardé, j'ai vu qu'elle a eu, j'ai dit, mais elle n'est pas si en marge que ça. Elle a eu le prix Émile Nelligan, elle a eu, etc. Donc, elle est... Et comment tu expliques, tu parles beaucoup de patriarcat. Dans le cas de Anne-Marie Alonso, tu vas nous parler d'elle, tu vas nous dire qui elle est, et tu vas nous dire pourquoi aujourd'hui, ce nom disparaît complètement de la circulation. Oui, moi, c'est une personnalité qui me fascine, Anne-Marie Alonso, parce que justement, elle n'était pas du tout en marge du temps de sa vie, en fait. Puis, elle a eu un destin vraiment particulier. C'est une immigrante égyptienne. Quand elle est née, elle marchait, mais elle a eu un accident assez jeune dans sa vie qui l'a rendue paraplégique, donc qui a fait qu'elle était en chaise roulante. Elle était aussi lesbienne, elle était immigrante, donc elle est arrivée ici avec beaucoup moins de privilèges que d'autres dans la vie. Mais elle s'est construit un réseau littéraire vraiment vaste. Elle a fait un doctorat, elle a commencé à publier assez jeune des livres qui ont reçu comme tu as dit, des prix. Le prix Émile Nelligan, c'est un grand prix en poésie. Puis, elle était éditrice. Elle a fondé un festival de poésie à Laval. Elle a fondé une revue comme juste son apport. C'est vraiment à la fois une écrivaine, puis à la fois une passeuse culturelle, quelqu'un qui mettait en lien les gens. Elle adorait la danse, elle a écrit des livres sur la danse, elle a fait de la critique. Donc, c'est vraiment là, une vie monumentale. Elle a fait des choses incroyables. Elle a vraiment beaucoup travaillé pour la littérature québécoise, pour la place des femmes, mais elle-même ne se voyait pas nécessairement comme une militante, mais plutôt comme une écrivaine de l'intime. Ces textes, c'est des textes qui parlent de son handicap, mais qui parlent aussi beaucoup d'amour, de relations amoureuses. Elle a fait un livre avec une autre poète, Denise Desautels. Donc, bref, c'est une œuvre. Moi, je n'ai pas fini d'en prendre la mesure. Là. C'est immense. C'est vraiment immense. Puis aujourd'hui, on en parle pratiquement jamais. Genre, je suis contente de pouvoir en parler devant autant de gens. Au moins, je serais venue pour ça ce soir parce que c'est vraiment majeur son apport à la littérature québécoise.
Puis quand on oublie des femmes comme elle, c'est pas seulement elle qu'on oublie, c'est toutes les femmes qui n'ont pas réussi à avoir sa place. Tu sais, je veux dire, elle a réussi à tout faire ça, mais combien d'autres auraient voulu faire ça, qui avaient des profils similaires, mais dont les manuscrits n'ont pas été acceptés, on les oublie toutes en même temps. Donc, en oubliant elle, comment dire, on empêche de donner un modèle aux femmes comme elle, aux jeunes filles comme elle, aux personnes marginalisées comme elle aujourd'hui. En l'oubliant maintenant, ça fait que si je suis une petite fille handicapée, si je suis lesbienne, ben, il manque un modèle majeur de réussite parce que sa vie a été une formidable réussite littéraire. Là. On oublie les modèles pour les générations futures. Donc, c'est à la fois, comment dire, un pied de nez à elle, mais c'est un pied de nez à toutes les futures écrivaines, à tous les futurs écrivains qui pourraient s'inspirer d'elle. Merci. Mais aujourd'hui, où on en est, le patriarcat, est-ce que les jeux de pouvoir sont tissés de la même manière? Est-ce que quand on voit en fait des questions de parité, quand on voit des femmes qui publient aujourd'hui les maisons d'édition, est-ce que on peut penser au patriarcat qui aurait ce pouvoir-là aujourd'hui de mettre de côté des femmes qui écrivent ou bien des femmes qui veulent prendre leur place ici au Québec et en Amérique? C'est pas seulement les femmes, je pense que c'est toutes les identités marginalisées, c'est les identités de genre, c'est les identités d'orientation sexuelle, c'est les identités de corps privilégiés, là, comme moi, on s'entend que je suis en santé, je marche, j'ai pas de problème à me déplacer, mais il y a beaucoup de gens qui ont tous ces problèmes-là. Puis je pense que c'est tous ces gens-là, pour tous ces gens-là, toutes ces communautés-là qui finalement représentent beaucoup de personnes, que les choses restent difficiles. Je veux dire, encore aujourd'hui, ce matin, en fait, j'avais pas tellement envie d'en parler, mais vu que tu me tends le micro, un écrivain que je n'ai pas nommé, ça vaut pas la peine, mais en fait, c'est un écrivain qui a beaucoup publié, qui a publié des dizaines de livres, qui n'a jamais eu de difficulté à publier, qui a toujours une place médiatique. Il a fait une sortie dans les médias parce qu'on a refusé de publier son dernier manuscrit parce qu'il parlait d'Israël, parce qu'il parlait de personnes grosses. Puis là, il s'est offusqué. Puis là, il y a eu, ma foi, tous les micros. Là, on lui a donné un article dans le journal. Il y a eu plein de supports de plein d'écrivains. Il est allé à la radio aussi, je crois. Donc, puis là, évidemment, il se place dans une position de victime en disant « Ah, j'ai été censuré, on m'a censuré », mais c'est pas lui qui est censuré, c'est toutes les personnes qui n'arrivent jamais à cette position-là, c'est toutes les voix qui sont silenciées. Puis, donc, oui, ça reste un problème parce que c'est toujours lui qu'on entend plus, c'est toujours ce monsieur-là qu'on a dit ben, « n'écris pas sur les personnes grosses, c'est problématique », c'est lui qu'on entend, c'est pas les personnes grosses, c'est pas les gens qui sont victimes du conflit palestinien, c'est lui qu'on entend dans les médias en ce moment. Donc, je veux dire, je pense qu'il y a un gros travail. Je pense que la preuve que tu existes, René, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, c'est lumineux. Comme que je sois ici ce soir pour parler, c'est un immense privilège, j'en aurais pas rêvé. Mais les injustices se perpétuent, elles vont sans doute se perpétuer longtemps, puis il faut juste prendre le temps de les dénoncer, puis se rendre que la honte retourne de camp, que la honte soit pas à nous, soit aux gens comme lui qui crient à la victime, finalement. Là, on parle de honte, on parle d'exclusion, on parle de racisme aussi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Parce qu'il y a de jeunes femmes qui sont racisées, qui ont vraiment des barrières institutionnelles un petit peu partout, qui n'ont même pas rêvé d'arriver à l'écriture, même quand elles écrivent, même quand ces gens-là écrivent. Donc, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Tout à l'heure, tu as parlé à Amanda, mais il y a peut-être d'autres Amanda qu'on n'a pas sortis de la foule, qui sont restés chez elles. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Je suis certaine que pour une Amanda, il y en a 1000 autres qui ont peur de parler. Puis je pense qu'il faut juste il n'y a pas de magie, il faut continuer. Puis ça va être plus difficile. Je veux dire, si on est une personne noire, si on est une personne qui coche n'importe quelle catégorie d'oppression, ça va être plus difficile, c'est la vérité. Genre, il y a trop de barrières systémiques qui nous empêchent de faire des choses. Ça sera plus difficile. Mais c'est de se dire que ces difficultés-là, il faut les traverser. Puis je pense qu'il faut surtout s'entourer, en fait, parce que tout seul, on est vraiment plus faible, en fait. Plus on se connecte, plus on se réseaute.
je pense que plus on a de chance, il faut aller dans les lancements, il faut parler aux gens, faut essayer de vaincre sa peur, puis il faut croire en la légitimité de sa parole. Puis vraiment, le réseautage, c'est super important. Moi, je pense que ça a été ma grande chance, finalement, dans mon parcours. Ça a été de m'entourer de personnes qui croyaient en moi, puis qui m'ont aidé à me lever, finalement, ouais. Merci pour toute cette belle lumière. Est-ce que tu n'as pas lu, tu ne nous as pas donné la preuve que tu as écrit ce beau livre-là? Tu m'avais promis de lire des poèmes. Il y a le public qui est là, qui t'écoute. Il y a même des étudiants, des étudiantes dans les alliances qui étudient tes livres. Et au centre de la francophonie, je pense qu'ils ont pris note de tous les livres de tous ces auteurs-là. En fait, tu as parlé de certain nombre d'auteurs. Et si ces auteurs, on va regarder si ces auteurs sont présentes, ces femmes auteurs, si elles sont présentes dans le centre dans la bibliothèque numérique du centre de la francophonie. Sinon, on va leur écrire, Chloé, pour dire qu'il faut à tout prix que ces livres-là soient. Ben, écoute, c'est drôle parce que quand ça a commencé puis que les caméras sont allumées puis j'ai ouvert mon micro, je me suis rendu compte que mes livres étaient juste, je les ai même pas mis sur mon bureau. Donc, je sais pas, c'est un acte manqué, je pense, mais je crois que je vais lire le premier poème de mon dernier recueil de poésie, comme ça. OK. Plus d'une fois, sans l'accord de personne, j'ai volé mon corps sur les tables d'autopsie. À bout de bras, je l'ai descendu d'un étage, je l'ai remonté du sous-sol, les pitché du toit. J'aurais pu rompre ces lignes, braver mon règne pour me lever dans mes chairs étrangères, prendre place, m'aligner en mon centre. Pourtant, morceau par morceau, je me suis étendue à côté des autres sur la corde à linge, portant sexe tombé puis épinglé. Corps a cédé ou est-ce le corps qui cède ou a-t-il toujours cédé ce corps? Voilà. Merci. Chloé, je vais lire Chloé. Il y a longtemps que je n'avais pas nagé parmi mes blessures. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est moi. Et en plus, il y a, en fait, pour parler du corps, j'aimerais bien que tu auras 1 minute pour terminer. Tu as écrit sur le corps, nous possédons tous un corps. Certains s'en servent comme d'une armure. D'autres y pensent assez peu. On peut le soigner, le blesser volontairement, le maquiller, le faire maigrir. Il nous sert à étreindre, à férer. Il est notre image, mais est-il à l'image de ce qu'on croit être réellement sous notre peau? Je suis obsédé par l'idée du corps, etc., etc. Parlez-nous de cette obsession pour finir, cette obsession du corps. Je pense que je suis obsédée par le corps parce que avoir un corps comme le mien, même s'il y a plein de privilèges, ça fait qu'en vivant dans un lieu comme le Québec, c'est toujours un corps qui est en minorité à peu près partout où je me trouve en raison de la couleur de ma peau. Puis ensuite, quand j'ai en Haïti, même chose, mon corps, en Haïti, j'ai pas la même couleur de peau que la majorité des gens, puis je me fais dire que je suis blanche, donc c'est un peu... ça me fait sentir en fait que nulle part est ma maison, que nulle part... Puis après, je vais au Brésil, puis là, au Brésil, tout le monde me ressemble, mais je parle pas la langue, donc c'est toujours dans une espèce de rapport où finalement, je suis jamais entourée de gens qui me ressemblent. Et je pense que c'est pour ça que je me suis créé des petites communautés littéraires, parce que dans la littérature, je peux trouver jamais des voix jumelles, mais quand même des voix qui peuvent me ressembler, comme soustraites au corps. Donc voilà, peut-être quelque chose comme ça. Mm-hmm. Je finirai par dire que simplement, tu ne fais que tendre l'oreille à la castagnette des mémoires enfouies. Ça, c'est encore toi. Tendre l'oreille à la castagnette des mémoires enfouies. Merci, Chloé. Donc, on va passer le micro au public. On va donner la parole à Alexandra. Et puis, merci au Centre de la francophonie. Merci encore, Chloé. Je suis touché par toutes ces femmes-là qui vont peupler mon imaginaire, par toutes ces œuvres. Et puis, je promets au public et tout le monde peut-être
te fait la promesse qu'on va regarder davantage. Quand on voit ces noms-là, on va regarder davantage et on va réparer ce tissu relationnel qui a été pendant trop longtemps rompu. On va lire les femmes et on te fait confiance. Merci. Merci à vous pour tous ces cadeaux. Merci. Excellent. Merci pour cette magnifique rencontre, échange très, très lumineux qui apporte qui ouvre de nouvelles perspectives pour parler de la littérature. Merci bien, Rodney, pour tes questions. Chloé, pour vos réponses très riches. Moi, comme vous savez, je suis la porte-parole de notre public qui est là avec nous. Plus de 230 personnes connectées à vous écouter, Chloé. Donc, premièrement, tout le monde te dit bonjour. Bonjour du Mexique, des États-Unis, du Canada. Merci pour cette belle discussion. Une opinion dit que Chloé, vous êtes digne représentante de la littérature québécoise féminine. Chloé, c'est un grand plaisir de vous entendre parler des autrices à votre façon, avec votre vision. Donc, merci. Je tiens à partager avec vous, Chloé et Rodney, un commentaire à propos de la lecture d'Amanda Gorman. Ça, c'est notre partenaire également de Noir Amérique, Madame Jane Albright de Chicago, qui nous a expliqué que c'est Madame Biden, professeure d'anglais, qui a découvert la poésie d'Amanda lors d'une soirée littéraire, et c'est ainsi qu'elle a proposé son texte littéraire pour la grande cérémonie. Voilà, donc également une autre femme, une autre prof d'anglais cette fois-ci. Et Chloé, je vais vous poser quelques questions. Okay? Quelques questions que je choisis du public. Donc, la première question, c'est la question de M. Marc-Hugo Renaudin. Marc-Hugo vous demande: qu'est-ce que cela veut dire pour vous, interculturalité féminine au Québec? Interculturalité féminine au Québec. C'est un peu dur à dire. Peut-être on parle des liens d'amitié entre les femmes des différentes communautés. On peut parler aussi des liens d'amitié entre les différentes communautés littéraires de femmes au Québec. Je pense que c'est des liens qui sont abyssaux, qui sont multiples, qui sont vraiment grands. Je ne sais pas trop comment répondre. Est-ce qu'il pourrait peut-être préciser sa question sur l'interculturalité des femmes? Oui, donc cette fois-ci, la question pour Marc-Hugo, si vous pouvez préciser dans le chat, on va revenir à la question. J'ai une autre question, Chloé, pour vous. Cette fois-ci, elle concerne votre recueil de nouvelles qui se trouve en plusieurs exemplaires dans le catalogue numérique de la Bibliothèque des Amériques, qui est offert gratuitement à tous les francophones, nos lecteurs francophones des Amériques. Donc, votre recueil de poésie, Royaume Scotch Tape, Chloé, vous l'avez dédicacé à Mike Tyson. Oui, j'ai fait ça. Et là, je sais que le dédicace, le début c'est très important. Il y a une grande signification qui doit être derrière ça. Pourriez-vous nous donner quelques lumières? Quel est le lien entre votre poésie et le grand sportif, un autre grand sportif qui apparaît de cette manière dans la littérature? Ben, en fait, je le regrette un peu aujourd'hui. Mike Tyson est vraiment une personne qui a été accusée d'agression sexuelle envers les femmes de manière réitérée. Je regrette de l'avoir dédicacé à Mike Tyson. À l'époque, je l'ai faite en 2015, il y a 6 ans, parce que je trouvais que c'est une figure très intéressante, Mike Tyson, parce qu'il avait une enfance super difficile. Il a une toute petite voix, il a été intimidé à l'école, un de ses enfants est mort, donc je trouvais que c'est un personnage à la plus grande nature, mais plein de vulnérabilité aussi, que c'était vraiment un combattant
mais en même temps, il y avait quelque chose d'un enfant, en fait. Il y avait vraiment un petit enfant intérieur avec plein de blessures. Puis je pense que je m'identifiais un peu à ce rapport entre force et faiblesse, mais maintenant, j'ai beaucoup moins d'empathie pour lui en comprenant qu'il a blessé beaucoup de gens. Oui, je comprends. Merci beaucoup. Chloé, l'autre question. Vous êtes une grande lectrice. Vous lisez beaucoup. Vous citez dans vos textes littéraires, dans vos nouvelles, dans vos recueils, d'autres autrices, d'autres auteurs, soit de la littérature québécoise, soit de la littérature américaine. Et je me demande, quel est le lien entre vous et les lectures que vous êtes en train de lire? Autrement dit, quel est le lien de cette intertextualité qui se dessine entre vous et le texte que vous êtes en train de lire? Je pense que je me suis toujours sentie très petite par rapport au texte des autres, de mes prédécesseurs, mais même du contemporain. Là. Je trouve que c'est tellement riche tout ce qui se fait en ce moment, puis je me sens toujours en dette finalement par rapport à tout ça. C'est aussi pour ça que j'ai fait mon doctorat sur des écrivains des années 70, parce que je me sentais en dette de leur travail. Dans mes textes, je me sens en dette de toutes les personnes que je lis finalement, donc je veux le nommer d'une certaine manière, mais en même temps, des fois, il y a un jeu un peu ludique parce que c'est pas toujours, des fois, comme je prends des petits bouts, je les détourne, comme j'essaie de m'approprier un peu leur voix. Fait que c'est un peu comme entre les deux. Je phagocyte et je rends hommage, j'imagine, parce que c'est ma nourriture, là, vraiment, là, comme pour moi, c'est comme je t'ai dit au début, là, c'est vraiment la lecture qui m'a amené à l'écriture. Donc, j'aurais du mal à écrire sans lire. Puis sans lire aussi... je veux vraiment lire le contemporain. Je veux vraiment lire celles qui m'entourent, ceux qui m'entourent. Je trouve ça très important. Mm-hmm. Mais en vous écoutant, je pense que vous pratiquez pas mal la belle méthode de l'innutrition de la Pléiade de l'époque du XVIe siècle, justement. Le poète de la Renaissance qui conseillait justement de lire beaucoup, de s'entourer des livres et après les filtrer à travers votre sensibilité, votre vision du monde et écrire. Donc, c'est une belle nourriture spirituelle, la lecture. Tout à fait. Je suis bien d'accord. Excellent. Mais continuons. Je retrouve mes notes, mes questions. Donc, peut-être encore M. Marc-Hugo Renaudin qui aborde la question, la relation, le plafond de verre et le femme noire poète en Amérique. Est-ce qu'il y a une relation selon vous? Au plafond de verre, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, le plafond de verre? Bon, mais encore... Je ne comprends pas les questions de M. Renaudin, je suis désolée. Je veux dire, oui, c'est une position particulière, être une femme noire poète, là, ne serait au Québec en tout cas, parce que je suis souvent une des seules dans les salons du livre, une des seules dans les tables rondes. J'ai fait mon doctorat. J'ai toujours été une des seules. Fait que comme quand il y a des questions liées à la racisation, toutes les têtes se tournent vers moi. Quand on fait une reconnaissance du manque de voix noires sur un panel, toutes les voix se tournent vers moi. Fait que c'est à la fois une chance parce que je pense que j'ai des opportunités très platement d'emploi vu que je représente ça, mais à la fois, des fois, un peu comme Amanda, j'aimerais bien qu'on parle de mes textes puis pas juste de la couleur de ma peau, tu sais. C'est toujours le même combat, en fait, de retourner à la littérature, de retourner au texte, puis de défaire un peu les étiquettes ou de défaire un peu ce dont j'ai l'air, finalement. Là, j'espère que ça répond à la question. J'ai encore une autre question. Donc, cette fois-ci, c'est Élise Lepage qui aborde la question d'une autre écrivaine québécoise, Carole David, cette fois-ci. Carole David, donc quelle place occupe Carole David dans votre pratique littéraire? Que retenez-vous d'elle? J'ai écrit un texte sur Carole David il y a un mois ou deux sur les libraires. Ils m'ont demandé de faire son portrait. Puis donc, j'ai été rencontrer Carole chez elle avec son chat.
j'aime beaucoup, beaucoup Carole David. Je la trouve, je l'aime beaucoup comme être humain, comme c'est une personne, elle va dans les soirées de lecture, dans les bars, comme, c'est quand même une femme de soixantaine d'années, puis elle va dans les lectures, elle lit aussi les autres générations, elle est super connectée, en fait, avec tout. Elle est super politique, elle est un peu punk, genre, Okay. je la trouve très fascinante, en fait, très nourrissante, puis je trouve aussi que son œuvre ressemble à aucune autre œuvre. Elle a sa propre plume, sa propre manière d'écrire, elle a sa langue à elle. C'est une écriture hantée, c'est une écriture sacrée. Moi, j'aime beaucoup la religion, puis l'œuvre de Carole David est remplie de religion, de saints un peu grinçants, un peu effrayants. J'adore. C'est vraiment une inspiration, Carole David, pour son esprit, son humour. Excellent. Nous avons eu un commentaire donc à propos des plafonds de verre. Donc, c'est la barrière à l'avancement des femmes au niveau de carrière. Donc, oui, je peux en parler longtemps. Non, mais évidemment, là, je veux dire, je pense jamais, je deviens de plus en plus cynique par rapport à ma position à l'université. Je ne sais pas si je vais jamais réussir à me trouver un poste permanent à l'université quand je sais que j'ai énormément travaillé. Là. Je pense que je suis quelqu'un qui a de la misère à s'arrêter, qui a de la misère à ne plus travailler, à prendre congé, à prendre sa fin de semaine, à prendre des vacances. C'est pas une question de compétence. Des fois, j'ai l'impression que c'est une question de... Comment dire? De faire peur, en fait. Je pense qu'une femme noire, ça fait peur dans un département. Une femme noire politisée d'autant plus. Je pense que ça fait peur. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne serai jamais prof. Ça, je ne peux pas répondre. Pour continuer, justement, j'ai un commentaire encore. Donc, la question du plafond de glace, autrement dit, est-ce que vous avez l'opportunité de progresser et de percer les hauteurs de la société étant une femme noire? Je ne sais pas c'est quoi les hauteurs de la société. Je pense que j'ai été très chanceuse jusqu'ici dans mon parcours. Là. La preuve que je sois ici, je me trouve très, très chanceuse. Je pense que j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'oserais jamais cracher sur ma carrière parce que vraiment, je trouve que j'ai été privilégiée. J'ai fait plein de voyages. J'ai pu parler de mon travail. Je touche du bois pour que les choses puissent continuer. Excellent. Merci, Chloé. Je vais me faire le plaisir à moi-même. En effet, moi, j'aime beaucoup des femmes savantes. Merci, Rodney, pour d'avoir posé cette question. Et là, Chloé, la dernière question. Des femmes savantes? Et nous, on connaît les femmes savantes de Molière, la grande pièce. Donc, pourriez-vous nous donner quelques lumières aussi là-dessus, s'il vous plaît? C'est sûr, c'est un jeu citationnel d'abord, parce que comme vous avez mentionné, j'aime bien faire des petits renvois à d'autres œuvres. C'est un peu un de mes plaisirs. Mais c'est aussi parce que dans des femmes savantes, le savoir des femmes était toujours ridiculisé, toujours un peu montré du doigt, ou même, c'est ça, ridiculisé, il n'est pas montré comme réel, il n'est pas montré comme ayant le même poids que d'autres types de savoir. Tandis que dans mes femmes savantes, je voulais montrer le poids de ce savoir-là, puis lui donner un peu plus de texture, puis un peu renverser la perspective de Molière, en fait. Excellent, excellent. Mais grand merci pour cette rencontre, pour votre présence, Chloé. Merci, Rodney, pour votre animation. On va clore notre rencontre. Moi, pour finir, je tiens à rappeler à notre public que Chloé Savoie-Bernard reste avec nous dans la Bibliothèque des Amériques parce que 4 titres de Chloé sont disponibles pour vous en plusieurs exemplaires. Donc, vous pouvez la découvrir en la lisant. Ça va être encore une autre rencontre avec cette jeune autrice. Je tiens également à vous expliquer, à souligner juste que nous avons enregistré cette conversation, qu'elle va être disponible sur le site de la Bibliothèque des Amériques en diffusion très, très bientôt. Et voilà, ça va être la fin de notre 3e conversation littéraire. Je vous invite à remplir le très court questionnaire qui apparaîtra dans votre navigateur après, lorsque la conversation sera terminée.
Je tiens également à vous inviter à devenir membre du Centre de la francophonie des Amériques. On organise beaucoup de programmes, d'activités qui peuvent vous intéresser. Donc, l'adresse à retenir, c'est francophoniedésamériques.com. La rencontre pour aller lire les livres de la Bibliothèque des Amériques. Et pour rappel, la prochaine conversation aura lieu le mardi suivant, le 16 février, à 18h, heure normale de l'Est. Et cette fois-ci, on va accueillir Alain Maboncou. Rodney Saint-Éloi va s'entretenir avec Alain Maboncou. Alain qui nous présentera l'écriture actuelle sur sa vision sur le racisme ainsi que sa vision de l'Amérique. Merci encore. Un grand merci à vous. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci Rodney. Merci Alexandra pour l'invitation infiniment. Merci.